Si je vous dis confinement, ça vous rappelle vaguement quelque chose, non? Alors imaginez, confinement saison 1. Je viens de terminer ma phase puzzle et je me suis mis en tête de faire du pain. Alors évidemment, le résultat ne ressemble pas du tout à la photo de la recette, mais ça, c'est un détail. Du coup, j'ai les mains dans la farine, quand mon téléphone vibre. Sur mon écran, je lis virus, gargarisme, boisson chaude. C'est Michel, mon copain photographe, qui m'envoie une liste de conseils pour neutraliser la Covid-19. Il me demande si l'information tient la route. Je suis journaliste, alors depuis le début de la pandémie, je suis devenue une sorte de tour de contrôle de l'information, la barrière anti-fake news de mes amis. Ce message, on l'a tous reçu. Celui qui nous conseillait de retenir notre respiration pendant 10 secondes et de boire de l'eau chaude pour faire glisser le virus dans l'estomac. Si vous vous souvenez bien, il était censé provenir d'une cousine pneumologue, d'un ami médecin, un expert quoi, et quelqu'un d'assez proche. Et il terminait, tout en retenue, par partager cette information, la solidarité et le sens civique comptent. Rien que ça. Alors, j'aime bien cet exemple. Je l'aime bien parce qu'on y retrouve tous les ingrédients d'une bonne fake news. C'est un message qui, 1, surfe sur nos angoisses, et 2, affirme sans preuve. Alors, il faut se replacer un petit peu dans le contexte. Fin mars, on savait très peu de choses sur le virus. Et comme la nature a horreur du vide, on a comblé. On a transformé nos suppositions en évidence. Et pour conjurer l'angoisse, on a cherché des réponses, un peu partout, et pas toujours au bon endroit. En même temps, ça fait des années qu'on nous bassine avec le lâcher-prise. J'adore le concept du lâcher-prise. Bon, je pense qu'après ces quelques mois à jongler entre toutes les injonctions contradictoires, on est tous passés maîtres Jedi dans l'art de l'impro. Du coup, forcément, quand un proche nous envoie un message bourré de bon sens qui propose des réponses, on a envie d'y croire. On a envie de se dire que si on boit 4 litres de thé dans la journée, on ne l'attrapera pas, ce virus. Plutôt que d'affronter les vertiges de l'incertitude, on préfère figer le monde. On colle un visage à nos peurs, on les appelle les Chinois, les Juifs, Bill Gates, des forces qu'on imagine tapis dans l'ombre, en train de manipuler la marche du monde entre 2 coupes de champagne et un rire sardonique. On prend le réel et on le transforme en récit. On lui impose à la fois une cohérence et une intentionnalité. On prend toutes nos angoisses et on les jette dans un super grand saladier. Et puis on mélange. On mélange jusqu'à perdre le sens des réalités, jusqu'à se dire que finalement ce virus il n'existe pas. Ou, variante particulièrement créative, que la reine Elisabeth est un lézard extraterrestre. Ça vous fait sourire. Vous trouvez que je vais un peu loin. On parle beaucoup de complotisme ces derniers temps. Cette distorsion qui consiste à voir des complots partout. Mais personne ne tombe dedans du jour au lendemain. On commence par une petite théorie sur la CIA, à la sauce Hollywood, par des petites phrases faciles, sans arguments, sur les élites et les vaccins. Et puis progressivement, on sacrifie la raison sur l'autel de la méfiance. C'est tellement plus simple. Alors, les vrais complots, ça existe. Mais entre nous, ils sont rarement découverts par un excité du clavier qui, entre 2 saillies sur les Rothschild, assure détenir la preuve d'une invasion extraterrestre. Je vous parle théorie du complot, fake news, infox, plein de termes. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose. Et je vous rassure, le fait d'avoir déjà partagé une fake news ne fait pas de vous un complotiste. Mais c'est vrai qu'on retrouve des mécanismes et des pièges en commun. On appelle ça globalement la désinformation. Et justement, la désinformation, elle exploite nos préjugés et nos biais cognitifs. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un biais cognitif? C'est un raccourci qu'emprunte la pensée et qui altère nos jugements. Et qu'on soit jeune ou vieux, homme ou femme, diplômé ou non, on en est tous victimes. On parlait des extraterrestres il y a quelques minutes, mais soyons réalistes. Ce ne sont pas les ufologues et leurs chasses aux ovnis qui menacent la démocratie. C'est vous, moi, et tous nos petits arrangements avec les faits. Toutes ces fois où par un savant mélange
de flemme et d'indignation, on partage un contenu qu'on n'a pas tout à fait lu jusqu'au bout. Toutes ces fois où on accepte une information totalement bidon, sans ciller, simplement parce qu'elle confirme une opinion qu'on a déjà. En fait, pour se simplifier la vie au quotidien, on cède du terrain à l'exercice de la raison. Et ça, c'est déjà glisser un pied dans la porte du complotisme. Parce que je suis désolée de vous le dire, mais complotistes, on l'est tous un petit peu. Par paresse, et puis parce qu'on adore les histoires de sociétés secrètes et de méchants déguisés en Batman. Après, on entretient une relation assez compliquée à la notion de source. Vous vous souvenez de Michel et de son WhatsApp sur les boissons chaudes? Et la Covid-19. Bon. Michel, moi je l'aime bien. C'est un super bon photographe, et puis j'adore son cynisme. Alors quand il m'envoie un message, j'ai tendance à baisser la garde. Justement, cette tendance, une équipe de chercheurs affiliée à l'American Press Institute l'a étudiée en 2017. Et ils ont découvert que l'identité de la personne qui partage un contenu sur Internet et la nature du lien qui nous relie à elle importent plus que la fiabilité de sa source. En gros, vous allez considérer comme beaucoup plus fiable l'obscur tweet que vient de vous partager votre meilleur ami, et vous allez avoir tendance à vous méfier de l'article de Libération que vient de vous transférer la tante que vous ne pouvez pas encadrer. Évidemment, je ne vous apprends rien si je vous dis qu'une profonde défiance s'est instaurée entre les citoyens, les médias et plus largement les institutions. Résultat, on a tous une grande facilité à concevoir pourquoi une entreprise ou un gouvernement se lancerait dans la production de fake news. En revanche, on accorde du crédit sans difficulté à la vidéo d'un inconnu trouvé au détour d'une recommandation YouTube. Pourquoi? Parce qu'on s'identifie au trentenaire qui pousse un coup de gueule sur les Big Pharma dans sa voiture, puisqu'il nous ressemble. Pourquoi il nous mentirait? Parce qu'il existe des raisons éminemment rationnelles de produire des fake news et des théories du complot. Des raisons politiques, la propagande existe depuis la nuit des temps, mais aussi psychologiques. On jubile quand on raconte une rumeur. On adore être celui qui sait, celui qu'on écoute, celui qui ne se fait pas avoir. Dans ces cas-là, notre biais de confiance excessive fonctionne à plein régime. On surestime nos connaissances et notre capacité de jugement. Un exemple tout bête. On a toujours l'impression, après 2 verres d'alcool en prenant le volant, que ce n'est pas la fin du monde, parce que nous, on tient bien l'alcool. Alors je vous dis nous, mais c'est par pure solidarité sur ce coup-là, parce que moi, après 2 verres de cidre, je cite Gandalf, donc personne n'est assez fou pour me donner le volant. Mais vous avez compris l'idée. La désinformation, c'est comme les accidents. On part toujours du principe que ça n'arrive qu'aux autres. Mais si la désinformation galope sur le net, c'est parce qu'il y a un marché. Et qui dit marché, dit consommateur, et donc revenu. On peut se faire des fortunes en falsifiant l'information. Et ça, l'Américain Cameron Harris l'a très bien compris. Je vous propose de remonter un peu dans le temps. Donc on est en 2016, aux États-Unis. Les arbres commencent un peu à perdre leurs feuilles, et le candidat républicain Donald Trump s'essouffle dans les sondages. À l'époque, Cameron Harris a 23 ans. Il est passionné de politique, mais il a besoin d'argent. Et quelques jours plus tôt, Donald Trump a pour la première fois évoqué dans un discours dans l'Ohio ses suspicions. Il accuse la candidate Hillary Clinton de s'apprêter à falsifier l'élection présidentielle. Alors si vous avez un sentiment de déjà-vu, c'est parfaitement normal, il a employé exactement la même stratégie il y a quelques mois face à Joe Biden. Mais du coup, Cameron Harris, malin, il voit une opportunité. Et il se lance dans la production d'une fake news, une information contrefaite. Son pitch, Randall Prince, un électricien, aurait découvert des milliers de bulletins validés au nom de la candidate démocrate Hillary Clinton, dans un entrepôt, je vous laisse deviner où, dans l'Ohio. Harris utilise les éléments de langage de Trump, crée de fausses citations, ajoute une photo qu'il a prise sur Google Images et tape une rapide légende. En quelques semaines, son article a été partagé plus de 6 millions de fois. 6 millions. Or, 6 millions de partages, c'est beaucoup d'argent.
Grâce au système de publicité intégré, les fameuses Google Ads, à chaque fois qu'un internaute clique sur l'article et arrive sur son site, il touche quelques centimes. Pour résumer, 5 $ pour acheter un nom de domaine, un quart d'heure pour écrire une fake news et 5 000 $ à la clé. Rentable. Alors pourquoi ça marche? Parce que Cameron Harris a donné exactement les preuves que les militants pro-Trump attendaient. Il a ici exploité ce que les psychologues cognitivistes appellent le biais de confirmation. Notre tendance à tous à rechercher, sélectionner et mémoriser en priorité les informations qui confirment nos croyances et nos préjugés. Mais attention, la désinformation n'a évidemment pas attendu Internet pour se développer. Si vous lisez L'art de la guerre du stratège chinois Sun Tzu, vous allez vous rendre compte qu'il donne déjà des astuces pour créer des fake news. Et l'essai date du VIe siècle, avant Jésus-Christ. Pourtant, il y a quelque chose de propre à notre époque, à l'ère de l'intelligence artificielle et de la mise en réseau. Je vous parlais du biais de confirmation. Ce biais de confirmation, les géants du net le connaissent très bien. Pour nous garder le plus longtemps possible sur leur plateforme, Instagram, YouTube, Facebook, ont compris qu'il fallait nous proposer du contenu qui nous intéresse. Résultat, ils étudient nos profils, nos passions, nos opinions politiques, le nombre de secondes que l'on passe à regarder la photo d'un ex un samedi soir de déprime, le nombre d'articles que l'on consulte. Et toutes ces informations sont ensuite exploitées par leurs algorithmes qui élaborent nos fils d'actualité et nos listes de recommandations. J'ai 2 comptes Facebook. Un premier qui me sert à poster mes photos de vacances, comme tout le monde, et un deuxième sur lequel j'échange avec mes étudiants et qui me permet de faire quelques recherches pour mes articles. Ce sont 2 mondes parallèles. Le premier est sponsorisé par le New York Times et Radio France, ce qui n'est pas extrêmement étonnant dans la mesure où la moitié de mes amis sont journalistes. Le second, en revanche, me propose de regarder la dernière vidéo du pape du conspirationnisme David Icke et me propose des posts au titre très travaillé du style « Découvrez la vérité », 3 points de suspension, le résultat va vous surprendre. L'algorithme de Facebook sculpte le monde virtuel de près de 3 milliards d'internautes. Alors, quand les réseaux sociaux nous disent que ce ne sont que des agrégateurs de contenu, c'est faux. Ce sont des éditeurs qui façonnent nos représentations du monde. Le tournant des années 2000 marque la fin du monopole des journalistes sur l'information. Aujourd'hui, il suffit d'être équipé d'une connexion Internet pour pouvoir partager, produire ou éditer du contenu. C'est évidemment un signe de vitalité démocratique. Le problème, c'est quand ces géants du net se mettent à cloisonner les facettes du réel. Quand au lieu d'ouvrir notre champ des possibles, ils nous proposent en priorité des informations qui confirment nos préjugés et nos croyances sur le monde. Alors ne vous inquiétez pas, je vous sens un petit peu inquiet. Ce n'est pas une fatalité. Mais c'est vrai que pour briser cet engrenage, il faut s'y employer activement. Nous devons accepter de sortir de notre zone de confort, accepter parfois d'avoir tort, comprendre qu'avant d'être un discours à combattre, une opinion contraire est une fabuleuse opportunité, celle d'explorer le monde autrement, d'emprunter de nouveaux chemins. Les philosophes des Lumières avaient choisi comme credo « sapere aude », ose savoir ou ose penser par toi-même. Comme eux, je suis convaincue que plus qu'une compétence à acquérir, l'esprit critique, c'est une hygiène de vie. En 2021, les médias, ce n'est plus simplement Le Monde, France Inter ou LCI. C'est vous, moi et nos comptes Instagram. Alors on peut s'indigner de la prolifération des fake news sur Internet. On peut crier à l'incompétence des journalistes. Mais en réalité, si la désinformation galope, c'est parce qu'on est là pour la lire. Est-ce que vous savez qu'une fake news a 70% de chances de plus d'être partagée sur Twitter qu'une information vérifiée ? C'est le résultat affolant d'une étude qui a été menée par le MIT en 2017. Alors, ce n'est pas entièrement de notre faute. Il faut savoir qu'en 5 ans, on a produit plus de données que l'ensemble des ouvrages qui ont été imprimés depuis Gutenberg. Vous imaginez ? Chaque jour, nous sommes assaillis par un flot continu de données, de faits, d'opinions qui sollicitent notre attention. Or, cette surcharge, elle érode notre capacité à faire la différence entre le vrai et le faux.
Ça fait 5 ans que j'épluche le net complotiste. Et de ces très longues heures, croyez-moi, à contempler les affres de la créativité humaine, j'ai retenu 3 enseignements. Mon premier conseil, quand une information génère une émotion forte, on doit être extrêmement vigilant. Si un post vous attriste, vous indigne, vous met en colère, il faut se méfier. Les émotions négatives, c'est la planche à billets de la désinformation et accessoirement des géants du net. Ma deuxième astuce, quand une information confirme un stéréotype, il faut procéder avec beaucoup de prudence. Le réel ressemble rarement à l'idée qu'on s'en fait. Du coup, exercer son esprit critique, c'est avant tout penser contre soi-même. Une dernière mise en garde. Quand un internaute vous promet la vérité, passez votre chemin. La vérité, c'est un concept philosophique que je trouve très complexe, exigeant. Je lui préfère de très loin la notion beaucoup plus terre-à-terre de fait. Et d'ailleurs, en tant que journaliste, c'est ce à quoi je m'engage. Vous rapportez les faits avec exactitude, et c'est déjà pas si mal. Inutile de vous préciser ou de vous rappeler qu'il est absolument indispensable de vérifier et de recouper les informations que vous partagez sur Internet. C'est vraiment un conseil tout bête, mais qui évite tellement d'erreurs. Parce que vous avez des comptes Twitter, Instagram, Facebook, vos voix comptent. Et les informations que vous partagez résonnent autant que les miennes. Alors je pense qu'il est un petit peu temps aussi que nous partagions la responsabilité qui y est associée. L'exercice de l'esprit critique est indispensable. La critique des médias l'est tout autant. Mais elle ne peut pas et ne doit pas faire l'économie de la rationalité. Le doute est un outil précieux. C'est lui qui fait progresser la science depuis des millénaires. C'est lui qui nous ouvre de nouveaux chemins de connaissance. C'est un droit, mais qui s'accompagne de responsabilités. Des responsabilités sur lesquelles nos démocraties se sont construites. Alors doutez. Mais doutez avec l'intransigeance intellectuelle dont le monde a tant besoin. Merci.